Venons-en à cet aveu sidérant de la part de notre ministre des Armées. Jusqu'ici, c'était un secret de polichinelle, mais sa révélation au grand jour en dit long sur l'état de notre défense. Pendant des années, la France a envoyé des navires de guerre en mission, parfois sans stock de munitions suffisant. Regardez ce que nous dit cet officier de la marine. En mer Baltique, on nous demandait de faire la police de l'air sans missiles aériens. Si quelque chose s'était passé au hasard avec les Russes, on aurait été dans la panade. Fin de citation. Et écoutons Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui intervenait lors d'une audition au Sénat. Non, on peut le dire, pendant des années, certains chefs de l'État, chefs des armées, certains ministres de la Défense avant moi, acceptaient que le Charles de Gaulle ou certaines frégates, je pense que maintenant il faut le dire, il faut assumer les choses, partaient en mission avec des soutes à munitions loin de la cible normalement prévue pour assurer la défense ou la mission. Bon, ça moi je le tolère pas. Et c'est l'instruction que j'ai reçue depuis 3 ans et j'essaie de le mettre en œuvre. Allons plus loin avec nos invités. Accueillons ce soir le colonel Michel Goya. Bonsoir. Bonsoir Marie-Hélène. Consultant militaire pour LCI. Gallagher Fenwick, bonsoir. Bonsoir Marie-Hélène. Grand reporter, spécialiste des relations internationales. Et Sylvie Berman, bonsoir. Bonsoir. Ex-ambassadeur de France en Ukraine et en Chine. En Russie, pardon. Je pense tellement à la guerre en Ukraine, vous étiez en Russie, également en Chine et également au Royaume-Uni. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Colonel, première question, c'est quand même sidérant ce qu'on entend de la part de Sébastien Lecornu. Oui, mais pas pour... Pas pour les spécialistes pas pour les professionnels des questions de défense. De la chose. Oui, bien sûr, mais comment dire, il faut bien comprendre qu'on a fait des économies sur tout. Et on a fait des économies sur des choses, sur les petites choses, sur les munitions, sur les radars. Derrière les gros équipements, les navires ou les chars ou les avions Rafale, par exemple, il faut bien comprendre que ces engins, il faut les équiper aussi, il faut les plugger de radars, pour ce qu'on appelle rendre bons de guerre, c'est-à-dire être capable d'aller au combat complètement équipé. Mais comme on a fait des économies sur tout, en fait, on n'est pas capable d'équiper tous nos matériels majeurs en même temps, de tout ce qu'ils auraient besoin pour faire la guerre. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que on n'aurait pas besoin, qu'ils ne seraient jamais tous engagés en même temps, qu'au maximum on enverrait quelques navires, quelques avions, ou quelques bataillons, quelques groupements tactiques quelque part, et on se concentrait sur la manière de les équiper ces éléments. Donc à force de faire des économies comme ça, notamment des munitions, on se retrouve dans une situation où maintenant le roi est un peu nu, effectivement, et on se dit que notamment quand il faut aider un pays comme l'Ukraine, on regarde ce qu'on a en stock, on n'a pas grand-chose, tout simplement, et j'y reviens toujours pour faire des petites économies. Et je termine là-dessus. Moi je fustige depuis au moins 20 ans, je veux dire, c'est la première inconséquence qui a consisté à diviser notre effort de défense par 2 à peu près, de 3% du PIB à peu près 1,5, et on diminuait, ce qui a fait contribuer à diviser par 4 en réalité nos capacités de projection. On divise par 2 l'effort, on divise par 4 les capacités réelles. Ça c'est premièrement. Et la pire des inconséquences, c'est d'avoir imaginé que ça durerait éternellement et d'avoir jamais anticipé que peut-être, effectivement, à un moment, il faudrait peut-être remonter en puissance, être capable très vite de faire à quelque chose de plus grand, de plus menaçant, avec des stocks, avec des capacités de surproduction, etc., etc. Donc tout ce qu'on est obligé de faire maintenant dans l'urgence. Cet aveu interroge sur notre capacité à basculer dans une économie de guerre. Brandon Warred, bonsoir, vous nous avez rejoint. Sommes-nous réellement en économie de guerre, comme l'avait revendiqué Emmanuel Macron, et qu'est-ce que ça veut dire ? Bonsoir Marie-Hélène. Eh bien, il suffit de regarder du côté des chiffres. Alors si on s'arrête sur quelques grands exemples, notamment la production d'obus. Regardez, entre 2012 et 2017, on en produisait en France 500 par an. Alors, multiplication x2 à la veille de la guerre en Ukraine, 1000 par an. Et regardez, au 31 décembre 2024, c'est une production de 3000 obus par an. Alors, autre exemple,
assez éloquent également du côté de la poudre. Alors depuis 2007, la production était à l'arrêt, poudre essentielle notamment pour les munitions. Regardez l'objectif fixé par Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, pour cette année 2025, 1200 tonnes par an. Alors il y a d'autres exemples où on a une hausse de la production, notamment du côté des canons César. On en produisait 2 par an en 2021. Et puis fin 2023, 6 par mois, alors 2 par mois en 2021. Et regardez la production, l'objectif 2025, c'est 12 canons César par mois. Production en hausse également importante du côté notamment des missiles Mistral, 10 par mois en 2021. En 2023, c'est 3 fois plus. Et regardez, fin 2024, pour l'instant, ce sont les chiffres qui sont à notre disposition, 40 par mois pour ces missiles Mistral. Il y a également une progression assez importante du côté des Rafales. Avant le début de la guerre en Ukraine, là nous sommes en janvier 2022, pour la production, donc 1 Rafale par mois. Et regardez, aujourd'hui, c'est 3 par mois. Alors, est-ce que ces chiffres montrent que nous sommes en économie de guerre? Sans doute pas. Il faudra sans doute produire beaucoup plus pour parler d'économie de guerre dans les prochaines semaines, les prochains mois ou les prochaines années. Merci beaucoup, Brandon Warret. On voit, grâce à vous, chiffres à l'appui, que la France n'est pas prête. Sylvie Bermann, parole d'ambassadrice. Bien sûr, mais on le sait depuis le début de la guerre en Ukraine. Ça a été un choc stratégique et on a dit dès le début qu'on n'avait pas de munitions et qu'on n'était pas prêt pour la guerre. On avait en fait une armée qui était une armée de corps expéditionnaires. On était capable de faire des opérations de maintien de la paix. On l'a fait dans le cadre de l'ONU, au Liban par exemple. On l'a fait dans le cadre des Nations Unies dans les Balkans et puis dans le cadre de l'Union européenne également dans les Balkans et en Afrique. Mais on n'avait pas des capacités effectivement pour ni aider un pays comme l'Ukraine, ni intervenir par nous-mêmes. Gallagher. J'aime bien la manière dont Emmanuel Chiva, qui est le patron de la direction générale de l'armement, lui répond à votre question, qui est de dire la chose suivante, bien évidemment que non, la France n'est pas en économie de guerre. Et d'ailleurs, il faut revenir à la définition classique de ce qu'est une économie de guerre. Vous savez par exemple combien de pourcentage de son PIB l'Ukraine consacre à son effort de guerre? 33,5%. Nous, on vise les 3,5%. On estime que l'économie 10 fois plus, économie de guerre, voilà exactement. Une économie est en économie de guerre quand elle est, je crois, on peut dire au-dessus de 10%, voire 15%. Même la Russie aujourd'hui est à 8%. En revanche, ce qu'on voit, et c'était le sens de l'exposé de Warren, me semble-t-il, c'est une France qui augmente la cadence. Madame l'ambassadeur parlait effectivement du conflit, de l'agression de l'Ukraine par la Russie comme un moment révélateur. Avant cela, il y en a eu un autre, c'est la crise du Covid, qui a montré l'extrême importance de retrouver de la souveraineté sur des matériaux critiques, l'extrême importance de relocaliser certaines de nos industries. Et pour ce qui est de la guerre, par exemple, on parle beaucoup du site de Bergerac, où Eurenco se remet à faire de la poudre afin que nous ne soyons plus dépendants pour notre approvisionnement en matière de poudre explosive des Allemands ou des Suédois. Et puis il y a une autre problématique, et c'est celle qui revient le plus souvent sur cette question de l'économie de guerre, c'est la main-d'œuvre. C'est-à-dire que vous avez toute une base industrielle et technologique de défense, vous avez besoin de savoir-faire extrêmement précis qui ont été perdus, soit parce que le savoir-faire n'existe plus, soit parce qu'il n'était pas suffisamment rémunéré. Ça veut dire qu'il faut donner de la visibilité aux industriels afin qu'ils puissent remplir leur carnet de commandes et proposer des emplois intéressants avec des salaires qui le sont tout autant. Donc, je vais terminer par justement ce que disait Emmanuel Chiva, qui disait « nous ne sommes pas en économie de guerre ». En revanche, notre économie est en train de se mettre, si vous voulez, en ordre de marche afin d'être en mesure de mieux réagir en cas de crise. Donc ça, c'est le premier seuil à franchir avant peut-être un jour, et je laisserai mes camarades de plateau, il y a beaucoup de critères pour décrire ce qu'est une vraie économie de guerre, le rationnement, de passer de l'abondance à la pénurie, l'inflation, les salaires, l'État qui fait de la planification, qui décide lui-même des prix, et concrètement, vous donnez un exemple, un seul, Hermès qui cesse de faire des foulards et qui fait des uniformes.
On peut parler de Renault, d'autres grands industriels qui devraient non plus faire des Mégane, mais des chars, des armes et des drones aussi. Donc on est quand même loin de cela, mais on voit qu'il y a une montée en puissance. Colonel, justement, pour rebondir sur ce concept de montée en puissance, est-ce que nous avons les moyens de passer en économie de guerre ? Alors oui, d'abord, je pense qu'effectivement cette expression, elle est pas bonne. C'est pas. Qu'est-ce qui se passera si on est en guerre ? Comment on appellera ? On appellera ça l'économie de super-guerre ? Non. Mais pour remonter en puissance, je vous donne un exemple. Pourquoi la Pologne, d'un seul coup, achète, je ne sais plus combien, de chars de bataille sud-coréens ? D'un seul coup, hop, ils ont besoin. Alors là, eux, pour le coup, parce qu'on a quand même oublié, mais c'est qu'au départ, il faut quand même faire un peu sortir le carnet de chèques et qu'il faut commencer par faire des commandes si on veut vraiment stimuler et faire monter en puissance la production. Mais donc la Pologne veut des chars de bataille, tout de suite, rapidement. Alors regarde, qui peut en fournir ? Vous avez la Corée du Sud qui dit, nous, on peut. Et pourquoi vous pouvez ? Parce que nous, on a maintenu une capacité de surproduction. Nous, là où on peut produire 100 chars, nos usines, en fait, elles peuvent très vite en produire 200 parce qu'il y a la chaîne de production est plus large, parce qu'il y a des ouvriers qui sont prévus, etc. Là, on vient d'inventer. Eux sont, pour le coup, véritablement en économie de pré-guerre, la Corée du Sud. Ils sont en tension permanente, ils doivent être prêts très vite à monter en puissance. Donc, ils ont anticipé tout ça. Donc, ça suppose un financement de l'État. Mais à l'instant T, ils sont prêts. Et quand on a besoin de quelque chose, ils peuvent produire et exporter. Et pour le coup, financièrement, ils vont s'y retrouver. Mais par exemple, on a mis en place très récemment une réserve industrielle de la défense. C'est-à-dire qu'on fait appel à des retraités, des gens qui ont l'expertise. Ils sont peut-être partis. 3000, effectivement. 3000 réservistes de la défense, ou des retraités, enfin des gens qui ont l'expertise industrielle précise sur des domaines précis. Bon, la BITD à la base de défense, c'est 200 000 personnes. En fait, c'est pas 3000 réservistes qu'il faudrait pour d'un seul coup faire face à des capacités de remontée en puissance, c'est 30 000 qui viendraient renforcer. De la même façon, il faut modifier la législation, il faut être capable de passer en 24-24, etc. Si vous voulez, la grosse difficulté, c'est qu'on est descendu, on est devenu de l'artisanat. On fait de l'artisanat de luxe dans l'industrie de défense française. Alors, le bon côté, c'est qu'on le fait à peu près dans tous les domaines. Mais maintenant, en fait, il faut repasser à l'industrie, de la vraie industrie, avec la production en série, en masse. Tout ce que décrivait Brandon. En fait, c'est toujours de l'artisanat. Quand vous fabriquez même 3 avions par mois, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a fabriqué des centaines et des milliers. Les Américains ont fabriqué des centaines par jour. Donc, on n'est plus du tout dans la même dimension en réalité. Et il faut la retrouver.